Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de The Free Agent. Moi c'est Charles, c'est moi qui vais être votre hôte pour ce nouvel épisode de notre podcast consacré à l'actualité des sports US. Et aujourd'hui pour discuter de NBA, de NFL bien entendu avec le Super Bowl et puis de NHL. J'ai 4 invités dont un petit nouveau aujourd'hui. On va commencer avec Michael qui est un petit peu l'habitué côté NFL. Salut Mika. Salut Charles, salut à tous. Le petit nouveau, bienvenue Virgile pour ton premier podcast avec nous. Merci, salut à tous. Samuel, ça va ? Ça va super Charles, bonjour à tous. Et puis enfin Damien. Salut Charles, salut à tous. Messieurs, aujourd'hui, donc le programme, on va parler de NBA, puis on va faire un petit focus sur une franchise en particulier et un joueur qui attire un petit peu l'attention en ce moment. Il s'agit de Bradley Beal et des Washington Wizards qui sont empêtrés dans une saison absolument galère, mais Bradley Beal, lui, est le seul joueur qui arrive à sortir de la tête de l'eau. Donc on parlera de tout ça, notamment avec Virgile. Ensuite, on parlera de NFL avec le Super Bowl qui a eu lieu hier soir. D'ailleurs, on est tous encore un petit peu fatigués d'avoir veillé tard cette nuit, mais ça valait le coup. Et puis, on terminera avec la NHL où, en ce moment, il y a quand même une avalanche de buts dans toutes les rencontres. Dernier exemple en date, le Flyers Capitals d'hier soir qui se termine avec 11 buts de mémoire, 7-4 pour les Flyers. Donc on essaiera de comprendre ce qui se passe en ce début de saison en NHL. Est-ce que les gardiens sont vraiment si mauvais que ça ou est-ce que les attaques ont vraiment pris le dessus ? On commence. Virgile, la NBA et les Wizards... grosse défaite encore hier soir, 119-97 face aux Hornets de la Melo Ball. Ils ont fait illusion un quart-temps. Ils étaient à 34-31 à la fin du premier quart-temps et puis ils ont complètement explosé dans le deuxième quart-temps. Bradley Beal a encore fait des stats. Il a fait ses stats comme d'habitude avec ses 31 points. Donc moi je voulais voir avec toi Bradley Beal, est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur son début de saison parce que il est dans les nommés dans les votes, dans le top des votes pour le All-Star, ce qui est logique compte tenu de son aura et de son nom. Mais est-ce que sur ce début de saison, les stats suivent ? Ben oui, totalement. En fait, c'est historique. En fait, ce que Bradley Beal est en train de nous faire. Du coup, là, j'ai plein de stats, mais surtout, celle que je retiens énormément et qui m'impressionne, c'est qu'en plus de tourner à plus de 33 points de moyenne, il tourne seulement à 3 pertes de balles par match, ce qui est absolument hallucinant parce que du coup, pour retrouver un joueur dans les années récentes, entre guillemets, qui a fait une performance pareille, c'est-à-dire tourner à plus de 30 points et à 3 pertes de balles par match, il faut remonter à Tracy McGrady en 2003. Et du coup, dans les années récentes, ça n'a jamais été fait. Et pour faire un petit comparatif que j'aime bien, en termes de difficulté de shoot pris, Bradley Beal, c'est quand même quelque chose. Et cette saison, c'est totalement imbattable. Il shoot même mieux, en fait, quand il est couvert par un défenseur que quand il est tout seul. Donc, quand il y a un défenseur à moins de 60 cm de lui, il shoot à 46%, ce qui est absolument incompréhensible. Alors que les tirs ouverts, il les prend à 42%. Et à titre de comparaison, James Harden la saison dernière était à 36% avec un défenseur sur lui. Donc, c'est quand même assez hallucinant. Effectivement. Alors hier c'est vraiment le seul qui surnageait un petit peu et qui avait une adresse relativement convenable parce que les Wizards en tant qu'équipe hier soir, c'est 22% seulement à 3 points. Donc c'est vraiment
c'est vraiment très très mauvais. Mais d'ailleurs, je crois qu'il a battu un des records de Michael Jordan en nombre de points, en nombre de matchs à plus de 25 points consécutifs. Oui, pour débuter une saison, c'est ça. Bon, après, qui s'est tragiquement fini quand même avec son match à 1 sur 14 et 7 points, je crois. Mais bon, après, je pense qu'il était quand même vraiment fatigué. Et après avoir enchaîné tous ces matchs-là, franchement, je le comprends. Ouais. Et pour toi, les Wizards, est-ce qu'ils ont vraiment un moyen de s'en sortir cette année ou est-ce qu'ils sont vraiment partis pour une saison galère et puis être potentiellement futur numéro 1 de la draft? Alors, en fait, pour moi, il y a vraiment un gros problème à régler. C'est qu'il faut prendre un pivot, en fait. Parce que j'aime beaucoup Lopez, mais du coup, défensivement, il fait pas le taf. Et du coup, il y a une petite stat qui me fait rire, je la partage, c'est que Miles Turner a plus de contres que toute l'équipe des Washington Wizards cette saison. C'était hallucinant pour Miles Turner aussi. C'est une saison Oui, incroyable. aussi. Enfin, je veux dire, avoir plus de contres que toute une équipe, c'est un peu la honte. Bon, j'avoue que Lopez, offensivement, il est assez efficace, mais franchement, défensivement, il n'y a personne. Genre, il faut qu'il prenne un pivot. Sinon, comme tu l'as dit, la saison, elle va être galère et tout ce qu'ils vont aller chercher, c'est le premier pick de draft. Samuel, tu voulais rebondir sur ce que vient de dire Virgile? Ouais, c'est ça. En fait, depuis qu'ils ont perdu Thomas Bryant en début de saison sur une blessure au genou, ils ont re-signé, enfin, ils ont signé Alex Len, qui a d'ailleurs été titulaire hier, mais on voit bien que ça suffit pas. Et puis même le reste de l'effectif est pas plus bon que ça. Westbrook fait pas ses stats, il est assez inconstant d'ailleurs. Il a des moyennes assez correctes en 20-10-10, mais son impact réel dans le jeu est pas excellent. Et puis le reste, c'est quand même assez jeune. On a Hachimura et Avdija sur les ailes qui font vraiment pas le job. Surtout Avdija qu'on pensait un peu comme un joueur un peu complet pour jouer au poste, tout ça, mais au final il est plus spot-up shooter et il amène pas vraiment grand-chose. Surtout enfin, son impact pour un joueur titulaire est pas incroyable. Oui, en plus, il a été drafté assez haut en plus par les Wizards, Avdija. Donc, effectivement, son impact par rapport aux autres rookies qui ont pu être draftés. Et je pense pour faire plaisir à Damien, je pense à Emmanuel Quickley. C'est sûr que l'impact est pas tout à fait le même. Alors, bon, effectivement, on pensait vraiment que l'arrivée de Westbrook allait peut-être changer quelque chose. Clairement, ça n'a absolument rien changé. Est-ce qu'il y a une autre issue, Virgile, qu'un trade pour Bradley Beal? Parce que hier soir, ça s'est senti, enfin, ça fait 2-3 fois en conférence de presse où il sort, il fait des sorties où tu sens qu'il en a marre, quoi. T'as l'impression que c'est le seul à en vouloir, à vouloir faire quelque chose. Les autres, t'as vraiment l'impression qu'ils sont complètement résignés. Et hier soir, Bradley Beal sur le banc, tu le voyais, il était affalé sur sa chaise et le regard complètement dans le vide. Donc, est-ce qu'il y a une autre issue qu'un trade et un départ des Wizards? Pour Bradley Beal, en fait, du coup, je trouve ça assez contradictoire parce que du coup, moi j'ai envie de dire oui, pour lui, pour sa carrière, il y a dans la situation où il est, forcément, moi j'espère pour lui qu'il soit tradé, mais après, bon, il montre qu'il n'est pas content en dehors des terrains et tout, mais après, quand c'était l'heure de dire s'il voulait être tradé ou pas, c'est là qu'il a fait comprendre non, je veux rester à Washington, etc. Du coup, j'ai un peu du mal à comprendre ce que Bradley Beal, lui, il veut, parce que c'est quand même le plus important. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense que oui, l'issue pour lui, ce serait d'être tradé. Après, où, ça, je sais pas. Mais si lui, il le veut pas, au final, du coup, ça se produira pas. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Du coup, s'il s'en va, est-ce qu'il y a déjà, on sait qu'il y a eu des rumeurs toute cette intersaison, et puis je pense que ça fait au moins 1 ou 2 ans que tout le monde envoie Bradley Beal aux Lakers. Alors en préparant l'émission, on a regardé rapidement si c'était faisable et Michael nous soulignait que en termes de cap space, c'était pas faisable à moins de lâcher Cadwell Pope et Montrezl Harrell.
Donc, est-ce qu'il y a quand même des destinations, est-ce qu'il y a des équipes qui ont, le cap space, et deux, aussi la monnaie d'échange pour attirer Bradley Beal? En fait, du coup, je pense surtout aux équipes qui étaient intéressées parce que du coup, c'est le même poste, c'est peut-être pas totalement le même profil, mais les équipes qui étaient intéressées par James Harden, du coup, surtout le Miami Heat et les Sixers, que je vois qu'ils ont la monnaie d'échange et qui pourraient potentiellement être intéressés. Du coup, bon, on a vu énormément de rumeurs du côté de Miami, mais après, bon, Bradley Beal, finalement, il a pas voulu partir. Donc, ça s'est pas fait. Après, est-ce que ça se serait fait? Ça, on ne sait pas. Samuel, tu voulais ajouter peut-être quelque chose là-dessus? Oui, dans tous les cas, soit Bradley Beal demande à partir et les Wizards l'échangent, soit les Wizards décident de reconstruire et de se séparer de lui pour prendre des jeunes et des tours de draft. Je pense, le meilleur trade pour eux, ça serait surtout Miami, où ils pourraient récupérer par exemple un Tyler Hero, un Kendrick Nunn, Duncan Robinson ou etc. quoi. Donc à voir, mais pour l'instant, l'option numéro 1, je pense que ça sera Miami s'il est échangé. Michael, tu voulais peut-être partager un avis là-dessus? Ouais, concernant Bradley Beal, il y a aussi une chose, c'est qu'il lui reste encore, en plus de cette saison, 2 ans de contrat. Donc, de toute façon, ça va être une vraie problématique pour les Wizards, parce qu'il va falloir quand même prendre une décision et soit construire autour de lui avec des vrais éléments, soit le trader. Mais j'avais surtout une question pour vous. Il y a une équipe, moi, qui me paraîtrait une bonne destination pour lui. Alors, plus pour lui peut-être que pour la contrepartie que recevraient les Wizards, c'est les Pelicans. Je voulais voir un petit peu ce que vous en pensiez, parce qu'il y a quand même, une bonne équipe. Il y a de quoi libérer du cap space avec des joueurs comme DJ Redick ou Lonzo Ball. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de le voir peut-être aller aux Pelicans avec un Zion Williamson, un Brandon Ingram? Damien, tu veux peut-être commencer? Oui. Ouais, tu as lu dans mes pensées, Mickaël, parce que quand on parlait de toutes ces trades-là, j'avais envie d'avancer ça. C'est vrai que les Pelicans cherchent des potentiels points de départ pour Lonzo Ball et JJ Redick, donc ça pourrait être des contreparties, un début de contrepartie, surtout Lonzo Ball et JJ Redick, avec quelques tours de draft. Et bon, il apporterait quelque chose d'énorme, c'est sûr, à ces Pelicans qui ont du mal, en fait, qui ont encore un petit peu de mal, malgré les bons joueurs, malgré surtout Ingram et Zion. Ouais, moi je pense que ça peut être bien, et puis ça serait vraiment le move qui permettrait aux Pelicans de passer dans un autre niveau là. Samuel, tu es d'accord avec ça? Oui, oui, bien sûr. Les Pélicans, ce serait sûrement intéressant de le voir jouer avec Zion et Ingram. Ils ont pas mal d'assets. Il y a aussi Bledsoe qui est assez décevant depuis le début de saison. Je pense que ça peut faire partie du package. Après, Gigi Redick, même Steven Adams, c'est quand même des joueurs vieillissants et je pense pas que malheureusement que les Wizards l'échangent contre des joueurs de plus de 25 ans, voire plus de 27 ans. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être une destination assez sympa. Et c'est vrai que les Pelicans, là, pour le coup, récupérer quelqu'un qui est capable de scorer 25-30 points par match, combiné à un Zion qui commence à un peu trouver son rythme de croisière. Effectivement, l'idée est pas si folle que ça. Virgile, est-ce que tu avais encore quelque chose à rajouter sur Bradley Beal et les Wizards et leur avenir, ou est-ce qu'on enchaîne avec la NFL? Ça va, vous pouvez enchaîner. Ok, super. Bah, merci Virgile en tout cas pour cet éclaircissement sur Bill et les Wizards. Et on va parler de la folle nuit que nous avons passée, presque toute l'équipe ensemble hier soir, avec ce Super Bowl 55 à Tampa Bay, pour le duel entre les Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady et les Chiefs de Kansas City. Et le match historique qu'on attendait, messieurs, Michael, Damien, Samuel aussi, et Virgile, n'hésite pas. Et ben, en fait, le match n'a pas eu lieu.
Il n'a absolument pas eu lieu. En plus, le show de la mi-temps a été complètement pourri. Donc, un peu déçu pour ma part. Hein. Un petit peu déçu de voir les Chiefs se faire absolument rouler dessus, parce que je pense que c'est le terme que, à mon avis, vous allez employer tous les deux. Damien, raconte-nous un petit peu toi comment tu l'as vécu et tu as perçu ce Super Bowl 55. Alors déjà, j'ai beaucoup aimé le show de la mi-temps. Je suis peut-être un des rares. J'ai adoré la mise en scène et les décors. Voilà, je pense que c'était pas. On a vu des décors et des mises en scène encore plus impressionnantes, mais cela je les ai vraiment trouvé bien. Mais en parlant du match, je pense qu'au final, il est historique, tout simplement, parce que c'est la première fois en 3 ans qu'une équipe a vraiment réussi à annihiler, à trouver une solution défensive contre Mahomes. Et je pense que c'est en ce sens-là qu'il est historique, assez terriblement pour les Chiefs et pour Mahomes. Il n'a pas vu le jour pendant tout le match. Il y a, je crois, beaucoup à attribuer aux lourdes absences en ligne offensive, celle d'Eric Fisher. J'ai revu le match une deuxième fois, et j'ai revu certains passages du match une troisième fois, voire une quatrième fois, et notamment certaines phases de pression de Shaq Barrett qui a été absolument terrible et terrifiant face à Mahomes, qui termine avec 4 QB hits sur les 10 de l'équipe, quand même. Hein. C'est énorme. On a l'impression qu'il était sur Mahomes pendant toute la soirée, que Mahomes a essayé de lui échapper. Ouais, tout le temps. Voilà, c'était vraiment terrible. Il n'a pas vu le jour, vraiment pas vu le jour. Et Mike Reimers, il est vraiment quasiment à chaque fois, il fait rien, il empêche rien de passer. C'est vraiment dur. Hein. C'est vraiment dur ce qui s'est passé au niveau de la ligne offensive, et Mahomes qui court dans tous les sens pour essayer de l'éviter et qui voit pas le jour. Quoi. C'était vraiment, vraiment terrible à ce niveau-là. Michael, toi aussi, pareil, je pense le même sentiment, historique, effectivement, et à bien des égards, et on en parlera, mais des Chiefs complètement impuissants, quoi. Ouais, alors après, un petit peu nuancé quand même. On en avait parlé quand on avait fait le podcast pour préparer justement le Super Bowl. Et c'est ce qu'on avait évoqué. On avait un peu peur qu'une équipe passe à côté de son match. C'est ce qui s'est passé hier pour moi. Moi, je ne mettrais pas ça sur le compte des absences ou des Bucks qui sont vraiment supérieurs aux Chiefs. Pour moi, c'est vraiment les Chiefs qui ont manqué complètement leur rencontre. Ils n'étaient pas du tout au rendez-vous. À part Mahomes et Kelsey qui ont été les seuls joueurs, on va dire, à leur niveau. Mahomes a vraiment fait ce qu'il a pu sur la rencontre. Il a tout tenté, mais il était vraiment trop seul et le seul joueur qui lui a proposé des solutions, c'était Kelsey. Mais sur le reste, j'ai plutôt l'impression que l'équipe a manqué le rendez-vous, tout simplement. Ça change pas ce que je pense d'eux. Je pense qu'ils sont toujours la première enfin, du coup, je vais plutôt les mettre en deuxième, mais la deuxième meilleure équipe de la ligue. Je pense pas que ce qu'on a vu hier reflète l'écart qu'il y a entre les deux équipes, l'écart réel en tout cas. Je pense juste qu'ils ont manqué leur rencontre. Tout a été dans le mauvais sens. Pour eux, que ce soit l'attaque, que ce soit la défense, ils n'ont jamais trouvé de solution. Et en face, les Bucks, tout a été dans le bon sens, quoi. Je veux dire, aussi bien l'attaque que la défense, ça a déroulé des deux côtés du terrain. Et pour moi, c'est plus ça. C'est plus un rendez-vous manqué pour eux. Je m'attends pas à aller voir à un autre niveau que ce qu'on a connu cette saison l'année prochaine. Je pense qu'ils seront de nouveau là. Et voilà. Les bookmakers les donnent déjà favoris du prochain Super Bowl avec les Packers. Donc oui, et à mon avis, il y aura aussi cette espèce de sentiment de revanche qui va venir s'installer. Damien, tu voulais rajouter peut-être encore quelque chose là-dessus? Oui, c'est ça en fait. On se rappelle au final de leur dernière défaite en playoff, le résultat derrière, c'est un Super Bowl la saison d'après. Donc, c'est peut-être mieux pour eux, c'est peut-être ce qui pouvait leur arriver de mieux. Bon, maintenant, je crois vraiment qu'il y a. Et après, je vais revenir sur les Bucks, mais je crois qu'il y a vraiment un souci au niveau de la ligne offensive quand même des Chiefs. Hein. C'était vraiment pas au niveau de ce qu'on attend d'une équipe qui est au Super Bowl. Et l'absence d'Eric Fisher, bon, on est d'accord, mais bon, c'est pas possible. Il faut que les autres aussi arrivent à faire quelque chose. Travis Kelce, on l'a vu bloquer plus que d'habitude, et au final, ça permet de créer des espaces, notamment pour Mahomes. Quasiment chaque fois que Mahomes prenait des courses, Travis Kelce bloquait, et souvent il lui permettait de le faire, même si c'est pas sa qualité première.
Ouais, voilà, c'est quand même assez inquiétant. De leur côté, honnêtement, je crois que je le vois pas à 100% comme les Chiefs qui ont raté le match, plutôt que les Buccaneers qui ont réussi à mettre un plan de jeu, notamment un plan de jeu défensif parfait, vraiment parfait. Il y a un moment du match, euh, avec Travis Kelce qui fait une réception en troisième et down, et il y a Levante David qui lui saute dessus, qui l'empêche de faire ne serait-ce qu'un millimètre de plus. Il a à peine attrapé la balle, déjà il est au sol, et ça a été vraiment tout le match. Levante David, il a été vraiment terrible pour arrêter Travis Kelce. Il lui a fait vivre un enfer, et pourtant il a fait un très bon match, Travis Kelce, c'est ça qui est incroyable. Mais à chaque fois qu'il fallait, il lui rentrait dedans, il l'empêchait d'aller plus loin, et voilà. Après, pour aller dans l'argument qu'ils ont raté leur match, il y a eu trop de pénalités, et des pénalités à des moments qui sont impardonnables, et des pénalités où ils se sont tirés une balle dans le pied, en fait, tout simplement. Hein. Sur ce coup-là, je rejoins Michael. Au niveau des pénalités, c'est trop, et c'est incompréhensible, en fait. Ça ressemble pas à l'équipe qu'on a connue et qu'on connaît, qui est sérieuse. Vraiment, ça m'étonne. J'avais du mal à comprendre ce qui se passait, honnêtement. Oui, c'est ce qu'on se disait avec Mickaël avant de commencer l'enregistrement de l'émission. Ils sont complètement sortis du match, et le symbole de celui qui est sorti de son match, c'est Tyrann Mathieu. On en parlait dans le podcast de preview de ce Super Bowl 55. Où on disait que il pouvait être le joueur qui aurait pu être MVP à la place de Mahomes si jamais les Chiefs avaient gagné et s'il y avait une grosse performance. Il est complètement sorti de son match, et de le voir s'en prendre à Brady, Brady a quand même fini par choper un flag et une pénalité, mais clairement ils sont complètement, ça leur ressemble pas. C'était pas les Chiefs qu'on avait l'habitude de voir. Malheureusement, ils ont été absents au mauvais moment, mais comme tu dis, c'est peut-être un mal pour un bien. C'est l'avenir qui dira ça, mais ça peut faire peut-être mal l'année prochaine avec un bon recrutement aussi sur la O-line. Oui, il faut que ce soit leur priorité lors de la draft 2021. Michael, tu veux rajouter? Ouais, mais concernant la O-line, moi après, il y a quand même une chose, hein, même si hier ils ont été catastrophiques, et je pense que toute l'équipe a été catastrophique, ils m'ont pas marqué sur le reste de la saison en termes de carence au niveau de la O-line. On sait qu'ils n'ont pas la meilleure O-line de la ligue. Maintenant, ils m'ont pas, ça m'a pas choqué en fait sur le reste de la saison. Alors peut-être que Mahomes comblait tellement avec son talent qu'on le voyait moins. Mais moi, ça m'a pas spécialement choqué ce niveau assez faible de la O-line. C'est pour ça que je disais que je pense que c'est plutôt un match manqué plutôt que un véritable écart entre les deux, entre les Bucks et les Chiefs. Maintenant, je voudrais juste revenir sur les Bucks. L'équipe, elle a été incroyable hier. Ils ont été vraiment au niveau, et tous les joueurs ont été au niveau. Que ce soit l'attaque avec Brady qui est juste monstrueux. Enfin, c'est le GOAT. Il y a rien à dire de ce côté-là. Mais aussi la défense. La défense a été ultra solide. Les linebackers, White et David, ont été énormes. La D-line a été énorme. Tout le backfield aussi a été au rendez-vous. Quand on regarde quand même toutes les réceptions qui ont été faites par les joueurs des Chiefs, ça a été que des réceptions difficiles. Hein. Même les ballons qui ont été complétés, il y avait tout de suite un joueur à moins d'1 mètre qui était sur leur dos, et tout a été compliqué à ce niveau-là. Ils ont vraiment laissé aucun espace à cette défense de Tampa Bay. Chapeau à eux, c'est une prestation assez énorme. Ils ont contrôlé du début à la fin. Et pour moi, bah, évidemment, le symbole, c'est Brady qui, lui, a fait un match comme il en a l'habitude, comme il aime les faire. Donc, ouais, ils ont été vraiment l'équipe très, très forte de cette phase de playoff et de ce Super Bowl. Ouais, on a l'impression qu'ils sont montés en puissance, et qu'au fur et à mesure, pas forcément de la saison régulière, parce que pendant la saison régulière, on sait, et nous les premiers, on a posé toutes les questions. Est-ce que vraiment, en fait, Brady, ça match avec Bruce Arians? Est-ce qu'il est pas trop vieux? Est-ce que c'est peut-être pas la saison de trop, etc. Et puis petit à petit, ils se sont mis en mode playoff. Le momentum, comme on l'évoquait dans plusieurs de nos previews pendant cette saison de NFL, le momentum était important, et ils ont su le construire. D'abord Washington, ensuite les Saints, et puis
pas loin d'une démonstration face aux Packers pour terminer en apothéose hier soir. Damien, tu veux rebondir encore? Oui, oui, je voulais réagir par rapport à ce qu'avait dit Michael, par rapport à cette défense qui les a mis dans une situation terrible. Mahomes a couru 497 yards. C'est Next Gen Stats qui nous offre cette stat incroyable. 497 yards avant la passe. C'est fou. Ouais, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. C'est fou. Et ça on s'est l'a vu. Hein. Ouais, oui, voilà, tous les lancers étaient difficiles. Et à chaque fois, c'était en tombant sur une jambe, à bout de course. C'est incroyable. Incroyable. Et puis, il a pas été aidé par ses receveurs. Il y a eu beaucoup plus de drops que d'ordinaire. Hein. C'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment très étonnant. Là, vraiment. Les receveurs des Chiefs, et sans parler des deux grands, Tyreek Hill et Travis Kelce, les Sammy Watkins et Demarcus Robinson, d'habitude, ce sont des receveurs qui sont clutch. C'est-à-dire que s'ils doivent faire 2 réceptions dans le match et des réceptions difficiles, ils les font. Et là, là c'était pas le cas du tout. Hein. C'était vraiment pas le cas du tout. Hein. Et ouais. Et à l'inverse, celui qui a été clutch et qui a été terrifiant, c'est Gronkowski. Hein. Vraiment, sur la lignée de ce qu'il a fait en playoff, en fait. Exactement. Exactement. Le Gronk a été exceptionnel hier soir. Il est partout. Il a bloqué. Je l'ai vu. J'ai vraiment fait attention à ça plusieurs fois parce que j'adore regarder ça et j'adore voir à quel point il a cette polyvalence que peut-être Travis Kelce a un petit peu moins en ce sens-là, même si voilà, il est un peu moins utilisé comme ça. Et bon, il a d'autres qualités, évidemment. Mais il a bloqué, il a été décisif, il était vraiment à la hauteur du rendez-vous et plus encore, quoi. C'est vraiment incroyable quand on pense qu'en plus il était à la retraite la saison dernière sur les plateaux de Fox News en train de commenter les matchs. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable ce qui s'est passé dans cette équipe. Michael. Il était champion de catch aussi, hein, faut pas l'oublier. Hein. Il a gagné la ceinture à la WWE. Hein, donc, mais non, je voulais juste rajouter que on a quand même un duo exceptionnel, un Brady Gronkowski, c'est juste hallucinant. Le meilleur QB de l'histoire et le meilleur tight end de l'histoire aussi. Hein, donc c'est assez fou d'avoir ces deux-là encore aujourd'hui à ce niveau-là. Et il y a quand même un joueur aussi, je voulais le souligner, qui a fait un match énorme, c'est Fournette. Fournette a été vraiment très très bon. Ronald Jones aussi a bien aidé, mais Fournette a fait un super match, je trouve, hier, dans la lignée aussi de ses playoffs. Donc, chapeau à lui. C'est vrai que j'en parlais aujourd'hui au niveau de toute cette équipe des Bucks. Il y a plein de petites histoires entre des joueurs qui n'auraient pas dû être là, d'autres qui sont venus pour jouer avec Brady, comme Antonio Brown. Donc, il y a plein d'histoires intéressantes dans cette équipe, je trouve. Ouais, Antonio Brown qui, du coup, se retrouve avec une bague de champion. C'est cette histoire aussi, je pense, elle est incroyable. Et Fournette, insaisissable. Il rebondit, impossible de l'arrêter. Il casse les plaquages, il met par terre des joueurs de ligne défensive. Enfin, vraiment un gros match. Et on le savait que la course était le point faible des Chiefs. Et hier soir, ça s'est clairement vu. Ça s'est clairement vu. Et Fournette, qui en plus marque un touchdown hier soir. Pour revenir sur le Gronk et la paire Gronkowski-Tom Brady, ils ont dépassé Joe Montana et Jerry Rice en nombre de touchdowns en playoff. Si je ne me trompe pas, le record était à 13 et maintenant ils sont à 14 du coup. Voilà, c'est encore une ligne. Comme si Brady n'avait pas assez de lignes à son palmarès. La page Wikipédia, il va être obligé de faire plusieurs sections parce que c'est pas possible. Il y a trop de choses. Transition sur Brady. Bon 7e bague. Il a été monumental hier soir. Il a contrôlé le match. Il a fait ce qu'il savait faire, de mieux. Et il a su. Il a eu du temps aussi. Hein, ça s'est vu sur quasiment chacun des snaps. Il a été très 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 peu mis sous pression. Je crois que l'écart, je crois que c'est ESPN Stat qui donnait ça, l'écart de pression entre Brady et Mahomes est le plus gros entre deux quarterbacks de l'histoire. Enfin, c'était
C'était absolument incroyable. Alors, messieurs, je vais vous poser cette question. Est-ce que, ça y est, définitivement, le débat du GOAT en NFL vient d'être plié hier soir? Oui. Ah oui, c'est clair. C'est clair que là, je pense qu'il l'était déjà et je pense qu'hier, il a juste mis le point final sur ce débat. Il est juste énorme. Enfin, il est devenu le seul joueur de l'histoire à avoir gagné un Super Bowl dans 3 décennies différentes. C'est juste hallucinant. Cette durée de vie qu'il a dans la ligue, c'est fou. Et je pense qu'en plus, il a battu tout le monde, quoi. Il a battu Rodgers, il a battu Breeze, il a battu Mahomes. Donc là, c'est vraiment énorme ce qu'il a fait. Même si Mahomes gagnait 8 bagues, ce qui n'arrivera, je pense pas, euh, il aurait toujours cette épine qui est d'avoir perdu le Super Bowl face à Brady. Donc je pense que là, c'est clair, c'est le GOAT, un joueur qui va au Super Bowl tous les 2 ans en moyenne. C'est juste hallucinant. Damien, est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, à 100%. Hein. En plus, au final, il gagne le Super Bowl dans 2 conférences différentes. C'est-à-dire qu'il a tout fait, en fait. 2 conférences, 2 équipes, 3 décennies. Il élimine peut-être les 3 meilleurs quarterbacks de la NFL, en tout cas les 3 meilleurs. Oui, les 3 meilleurs, certainement, Drew Brees, Aaron Rodgers et Mahomes. Voilà. Même si, bon, peut-être pour le top 3, on peut en rentrer un autre dans le top 3, mais parmi les 3 meilleurs, en tout cas pour Rodgers, ça c'est sûr. Voilà, non, mais c'est vraiment très impressionnant. C'est vraiment très impressionnant. Et puis, bon, il n'y avait pas trop de débat avant. Là, c'est terminé, c'est fini. Il n'y en a plus. Et puis, et le pire, c'est que qui sait ce que l'avenir nous réserve, parce que c'était que sa première année à Tampa Bay. En arrivant avec une équipe qui est composée en plus que de pièces rattachées qui fait quasiment, enfin pas quasiment, mais avec d'ailleurs les marqueurs de touchdown ce soir, c'est que des joueurs qui sont arrivés en free agency cette année. Le Gronk, Antonio Brown, Leonard Fournette, c'est incroyable. Si ces joueurs-là restent, et ils vont rester, qu'est-ce que peut faire une deuxième année avec encore plus avec la confiance, avec encore plus de répétitions d'entraînement, avec encore plus de mise en marche de tout ça, ça fait peur. Ça fait vraiment peur pour le coup, parce que autant je trouve qu'en AFC, il y a énormément de concurrence et ça va être la conférence la plus relevée qui soit, je pense, pendant ces 5-10 prochaines années. Autant en NFC, on risque d'arriver à une finale de conférence pas si différente que ça. À voir un petit peu ce que feront les Rams, voir un petit peu ce que feront aussi les 49ers quand ils vont se réveiller, parce qu'il ne faut pas les oublier. Hein. Ils ont du potentiel, notamment en défense, mais quand même, il y a un sacré boulevard pour continuer. Hein. Michael, tu es d'accord avec ça? Ouais, c'était exactement une discussion que j'avais aujourd'hui où justement je regardais un peu du côté de la NFC et c'est vrai que, bon, on verra les Rams avec Stafford, mais en dehors de ça, il n'y a pas une grosse concurrence pour lui. À part Rodgers, c'est vrai qu'on risque de se retrouver avec une finale de conférence assez similaire à ce qu'on a vu cette année. À voir quels moves vont être effectués là pendant la off-season. Ça va être hyper intéressant, mais il est possible qu'il aille rechercher une bague et qu'il soit de nouveau au Super Bowl l'année prochaine. Je vois bien ça. Et je voulais juste donner une petite anecdote, une petite stat que j'ai vue aujourd'hui concernant Brady, qui est un peu le résumé de sa présence dans la ligue. Entre sa 3e apparition au Super Bowl et la 10e, donc hier, Calvin Johnson, que l'on connaît tous, a été drafté, a fait sa carrière, a pris sa retraite et a été nommé au Hall of Fame, alors que Brady est encore là et est encore en train de gagner des titres. Ouais. C'est fou. Puis, la place au Hall of Fame, le siège, ils sont en train de le chauffer pour Brady aussi. Et on parlait de domination potentielle des Buccaneers sur les années qui viennent, la proximité immédiate. Oui, en plus, je crois que la ligne défensive ou offensive est super jeune. C'est une moyenne d'âge de 24 ans. Donc en plus, ils sont déjà dominants à 24 ans. Donc oui, il va y avoir
va y avoir du boulot pour les Packers de Rodgers ou Jordan Love. On ne sait pas trop, on verra. Michael? Oui, et puis ils draftent bien. Enfin, ils ont été chercher Antoine Winfield. On a vu encore hier, il a fait une super saison. Il termine en feu hier, il intercepte. C'est la ligne offensive qui est de mémoire qui est jeune. Ils ont Tristan Wirfs aussi qui est le tackle droit, je crois, de mémoire. Et pareil, c'est que cette équipe en plus drafte bien. Donc je pense qu'ils ont encore de belles années devant eux. Et on verra l'année prochaine, mais je pense qu'on va encore reparler de Brady. Damien, tu voulais enchaîner encore là-dessus? Ouais, c'est ça, il n'y a rien qui laisse penser que il y a quelque chose qui va s'arrêter. On se dit pas, bon, il va y avoir cette perte-là qu'il va falloir combler, il va y avoir ce joueur-là qui s'en va, ce joueur-là, il est un petit peu en fin de cycle. Non, pas du tout. Ils ont un duo de linebackers qui est certainement le meilleur de la ligue, avec Devin White qui est énormissime et qui est très jeune, puisqu'il a été drafté en 2019. Et Levante David qui est énorme, de façon assez consistante, ça pour le coup, mais bon, qui du coup on le voit mieux vu que Tampa Bay monte en puissance. Non, il y a rien qui laisse penser qu'ils vont s'arrêter. Et puis bon, et tant mieux que ça continue parce que c'est agréable de voir un tel plan de jeu défensif se mettre en place, vraiment une telle maîtrise pour le coup se mettre en place. On sent vraiment qu'il y a une philosophie derrière tout ça qui a marché et qui s'est mis en place en particulier pendant ces playoffs. Il y a des similitudes terribles avec le match contre les Saints, avec le match contre les Packers. Parfois, j'ai eu l'impression de revoir le match contre les Packers en pire, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à monter en puissance parce que d'habitude, les Chiefs, ils n'ont aucun mal à contrer les plans de jeu adverses, mais là, ça n'a pas été le cas. Et alors, ça en dit long, je pense, sur à quel point cette équipe est forte et à quel point elle peut encore continuer. Ouais, profitons-en, on a la chance de vivre sans doute et de voir des joueurs absolument fantastiques. Mahomes et Brady en font partie. Donc la saison est terminée. On va passer de longs mois où il ne va pas se passer forcément grand-chose. Même si, à mon avis, l'intersaison risque d'être un petit peu mouvementée. On en parlera dans nos podcasts, bien évidemment. Et puis en avril, messieurs, on aura la draft. Et est-ce qu'on aura encore des surprises des QB draftés alors que les QB en place sont largement assez bons? On verra tout ça au mois d'avril. Mais voilà, le prochain match de saison régulière, c'est en septembre prochain. Donc c'est un petit peu long. Ça va être un petit peu long. Mais bon, le baseball arrive. Donc au moins, on ne sera pas complètement dépourvu. On va enchaîner avec la NHL et Samuel, festival offensif en ce début de saison en NHL. Qu'est-ce qui se passe? Les gardiens sont si mauvais que ça? Les attaques sont si bonnes que ça? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Alors, il y a plusieurs points, mais déjà, il faut commencer par dire que la meilleure attaque de l'année dernière, c'était Tampa Bay, avec 3,5 buts par match. Aujourd'hui, s'ils étaient dans la ligue avec les mêmes stats, ils seraient seulement en fin de top 10 des attaques. Montréal a déjà 4 buts par match cette saison, Toronto 3,8 et Dallas 3,7. Donc ça montre un peu le niveau offensif de cette saison. Après, on a des équipes qui jouent beaucoup plus libérées. On a Vancouver où il y a la plupart du temps plus de 5 buts par match. Edmonton, c'est pareil. Et même les Flyers, il y a beaucoup de buts. Les matchs des Capitals, il y a quand même beaucoup de buts, à l'image de celui d'hier qui a fini à 7-4 pour les Flyers. Mais il y a aussi quelque chose qu'on peut noter, c'est les powerplays. En fait, cette saison et dans le hockey en général, il y a eu un changement de powerplay au cours des 5 dernières années. À la base, donc le powerplay, c'était 3 attaquants et 2 défenseurs. Maintenant, ça tourne 4 attaquants et un défenseur en pointe, donc en tête, qui distribue un peu le palais. Ces powerplays-là, ils sont beaucoup plus efficaces
que ceux d'avant. Et là, donc, je vais toujours prendre la comparaison. La comparaison. Ouais. Entre l'année dernière et cette année. La comparaison. La comparaison, putain. Et entre l'année dernière et cette année, le meilleur powerplay de l'année dernière, c'était Edmonton avec 29% de réussite. Aujourd'hui, Edmonton serait 7e et le meilleur powerplay, c'est Toronto avec 38%. Donc, ça montre bien la qualité offensive des équipes cette saison. Et puis, on a aussi le paramètre des gardiens qui jouent pas mal. On a plus d'un tiers des équipes de la NHL qui ont changé de gardien durant l'intersaison. On peut par exemple parler de Chicago qui a mis du temps avant de trouver Lankinen qui est maintenant gardien partant. Ils avaient fait jouer Colin Delia, Malcolm Subban, ça n'a pas forcément marché, ils ont pris beaucoup de buts. Il y a des équipes comme Philadelphie où le gardien numéro 1 reste le même, mais ils n'y arrivent toujours pas. Cette saison, Carter Hart prend 3,6 buts par match, alors que la saison dernière, c'était 2,4. Holtby, il y a la situation d'Holtby aussi, où il a changé d'équipe et il affiche ses pires stats en carrière cette saison. Il prend 3,83 buts par match. Évidemment, il est dans la pire défense de la ligue. Et il a seulement 88% d'arrêt. Donc, on a une ligue qui est un peu en changement, avec un jeu de plus en plus offensif, surtout sur les équipes spéciales. Et ça promet en tout cas du spectacle pour ceux qui aiment les buts, pour ceux qui aiment la tactique. Il faudra peut-être patienter un peu plus pour voir les playoffs. Est-ce que tu penses que le fait du réalignement des divisions et du fait que par division, il y ait au moins 4 équipes qui soient qualifiées, tu parlais de Vancouver qui joue beaucoup plus décontracté, enfin pas décontracté, mais beaucoup plus libéré. Est-ce que aussi ça peut avoir son impact en disant, de toute façon, on peut se permettre d'être plus offensif et peut-être un peu plus laxiste en défense parce que on a quand même beaucoup plus de chances. On sait qu'on est une équipe qui est suffisamment costaud. On a quand même beaucoup plus de chances d'accéder aux playoffs. Alors, le réalignement des divisions, il est intéressant pour 2 choses. Déjà, parce que on a beaucoup de confrontations. Par exemple, Vancouver va jouer 3 fois d'affilée Montréal. Et ça va leur permettre justement de cerner un peu mieux le jeu de l'équipe d'en face et donc de pouvoir plus facilement briser la défense et marquer plus de buts. Je pense que c'est un facteur. Il y a aussi le nombre de matchs réduit. Les équipes, elles veulent gagner directement et elles vont pas tanker en défense et attendre que ça se passe. Je pense que toutes les équipes ont envie de gagner et ça se reflète aussi dans les écarts de points qu'il y a dans les divisions. Je vais prendre comme exemple la division centrale de Tampa, Chicago ou de Dallas. Entre l'avant-dernier et le deuxième, il n'y a que 4 points de différence. Donc ça montre bien que en fait, chaque équipe, cette année, plus que jamais, peut prétendre à une place en play-off. Oui, c'est vrai que le fait de jouer 2-3 fois la même équipe sur 4 jours, on se rend compte et c'est ce qu'on essaye aussi d'analyser dans nos choix de paris. On se rend compte que même si une équipe a gagné le premier match, il y a assez peu de chances qu'elle gagne le deuxième, sauf si elle était déjà bien entendu largement supérieure à son adversaire. Mais c'est vrai que ça rééquilibre un petit peu les choses et ton exemple de la division centrale, effectivement, est tout à fait pertinent. Est-ce qu'il y a une attaque, justement, toi, qui t'interpelle un peu plus qu'une autre, qui a l'air d'être un petit peu au-dessus du lot cette saison? Oui, totalement. J'en avais déjà parlé lors de la preview de la saison. C'est Philadelphie qui me paraît être la meilleure attaque de la ligue.
En stats, on n'y est pas forcément, mais en termes d'efficacité offensive, c'est assez impressionnant ce que fait Philadelphie. C'est l'équipe qui tire le moins de la ligue avec 23 tirs à peu près contre 25 tirs pour les avant-derniers qui sont Dallas. Pourtant, c'est la sixième meilleure équipe en termes de buts inscrits par match et c'est assez impressionnant. Ils sont guidés par le troisième trio offensif, Farabi, Lawton et surtout James Van Riemsdyk, qui est aujourd'hui le quatrième meilleur pointeur de la ligue, avec 18 points en 13 matchs. Ils ont 4 lignes hyper homogènes, tout le monde peut marquer. On a vu hier que par exemple Couturier, qui était sur le quatrième trio, a pu marquer 2 buts et faire une passe décisive. C'est une équipe qui est patiente. Leur jeu, il est particulier. Il a totalement été transformé pendant cette intersaison. Et ils font tourner le palais. C'est hyper agréable à regarder. Et ils trouvent souvent la faille. Donc je pense que Philadelphie n'a pas fini de faire parler, de faire trembler les gardiens surtout. Ouais. Ouais, ils ont l'air d'avoir une véritable profondeur de banc et je pense que ça va être un sacré atout dans une saison un peu raccourcie avec un rythme un petit peu soutenu. Messieurs, on arrive à la fin de notre épisode hebdomadaire de ce podcast. Merci encore pour tous ces échanges encore de très très grosse qualité. On se retrouvera comme d'habitude la semaine prochaine. On reparlera comme d'habitude NBA, NHL et NFL. Merci les gars et je vous souhaite à tous une très bonne soirée et on se retrouve même jour, même heure la semaine prochaine. À bientôt.